Bonjour à tous et bienvenue à la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné comme toujours de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Bonjour à toutes et à tous. Écoute, ça va très bien, Kira. Une semaine bien chargée comme toujours. De toute façon, je pense qu'on dit ça à chaque épisode, donc il faut qu'on arrête de le dire. En même temps, c'est vrai que nos semaines sont vénères en ce moment. Ouais, les semaines sont vénères, mais on tient la baraque, on est là. J'ai lancé Ghost of Yotei pour la première fois le week-end dernier. Et c'est trop cool. Il y aura pas mal de choses à dire et j'ai hâte qu'on fasse le combo Tsushima Ghost of Yotei. Le jeu s'annonce assez long, donc je sais pas quand je l'aurai fini, sachant que j'ai une petite interlude de 3 semaines là qui arrive avec le Japon. Mais en tout cas, je suis très content. Je retrouve en fait les éléments qui m'ont fait aimer le premier, donc c'est ce qu'on attend, je trouve, d'une suite. Donc exactement. Moi, je l'attends cool. Surtout, c'est sur sa mise en scène, parce que c'est vrai que c'était le point faible du premier. L'histoire était géniale, mais la mise en scène était très très statique. C'était limite un jeu Bethesda, et j'attends des changements là-dessus, moi, je t'avoue. Eh ben écoute, tu verras. Sinon, j'ai bien continué Fantasy Life, toujours que j'aime beaucoup. Et j'ai regardé une série qui s'appelle The Studio, que tu dois connaître un petit peu. Qui a eu multiples prix dans tous les sens. Qui est une super série, super casting, les mises en scène sont assez folles. Il y a plein de choses trop bien, mais il y a un énorme défaut pour moi à cette série, c'est que c'est une série d'initiés. Et si on ne connaît pas un petit peu le monde du cinéma, le show business hollywoodien, on peut être perdu, ouais. On passe complètement à côté de la série, je pense, mais elle est complètement dingue, donc je la conseille. Et l'acteur principal, il est aussi dans la série Platonique sur Apple TV+, qui est très très cool. Donc si vous avez aimé l'acteur, Platonique, c'est très sympa, plus humoristique, mais c'est vraiment cool. Et toi, ta semaine ? Alors moi, ma semaine, donc j'ai fait Silent Hill F, du coup on en parlera tout à l'heure, mais c'est mon test de la semaine. J'ai commencé une série sur Netflix que j'attendais depuis longtemps, car c'est une licence de jeux vidéo que j'adore, et qui malheureusement est un peu tombée dans l'oubli, sauf si Ubisoft décide de faire quelque chose avec un jour. C'est Splinter Cell. Et franchement, très 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 belle surprise. Je m'attendais à quelque chose d'un peu middle, surtout quand on voit les images un peu statiques, les images c'est statique forcément, mais quand on voit les images, ça a pas l'air super joli, alors qu'en fait si, c'est super beau, ça bouge bien. Le studio il est trop bien, surtout, studio français. Studio français, et ce qui me faisait peur, c'est qui allait succéder à Daniel Beretta, forcément, parce que Daniel Beretta nous a quittés il y a quelques temps, et ils ont pris Stéphane Godin, qui est l'acteur qui fait le coroner, tu sais, dans YouTube Chronique Fiction. Ouais, je vois. Et ça lui va super bien, je trouve qu'il a une bonne voix de Sam Fisher et tout, donc j'ai regardé 5 épisodes, c'est très très cool. Chronique à venir. Ouais, Chronique à venir, hein, je vais la binge-watcher, je pense que je vais la finir peut-être plutôt ce week-end quand je serai un peu plus tranquille, parce que cette semaine je cours partout. Voilà, sinon j'ai rien fait de plus, c'est déjà j'ai pas pas mal. joué spécialement beaucoup, c'est voilà, vraiment, j'écoute des podcasts, c'est surtout ça, le bon côté. Ah si, quand même, je viens d'inaugurer la saison de la raclette, je viens de manger une raclette. Donc là, c'est-à-dire, je vous parle en pleine digestion, donc si je m'endors, c'est normal. Évite de t'endormir pendant ta chronique. Hein. Pendant la mienne, t'as le droit, mais pour la tienne... Qu'est-ce qu'on a présenté cette semaine ? En actualité, on va parler un petit peu de l'avenir des consoles de jeux vidéo, ensuite Rare, et on finit par un petit jeu Absolum, un jeu français que je voulais mettre en lumière. Après la chronique, donc c'est Silent Hill F, et on finit sur le manga animé Initial D. Donc, pour rester un peu dans la thématique voiture de ta chronique de la semaine dernière. Et comment on peut faire plaisir à la taverne ? Et oui, donc les 5 étoiles, les commentaires sur Spotify, partager nos épisodes, bref. Il faut nous soutenir vis-à-vis des algorithmes des plateformes qui sont parfois un petit peu durs. Donc voilà, le meilleur moyen, c'est commenter, les 5 étoiles. Le formulaire sur le site web, c'est la garantie de passer en big up à la fin de l'émission. Et je pense que c'est déjà très bien. Si vous avez fait ça, vous avez fait votre travail de la semaine. On attaque avec le générique et puis la première news. Commençons par l'avenir des consoles de jeux vidéo, ou en tout cas, on va faire un focus sur Marc Cerny
Et l'interview qu'il a fait avec Jack, je ne sais pas trop comment on prononce son nom, donc on va l'appeler Jack, qui travaille chez AMD. Et j'en avais déjà un petit peu parlé, mais on sait qu'il y a un gros partenariat entre AMD et Sony pour développer des nouvelles technologies pour les consoles de jeux. Et vice-versa, hein, c'est des technologies aussi qui sont utiles pour le PC. Et il parlait évidemment un petit peu de la PS6, mais ça va presque pas nous intéresser. Moi, voilà, si loin en projection, c'est une news un peu tech, mais ce qui était intéressant, c'est les 3 gros piliers qu'ils expliquaient dans cette vidéo pour développer finalement les technologies de demain qui vont occuper nos consoles. Et ça, je trouvais ça assez intéressant, surtout un petit peu à vulgariser. Le premier, c'est le Neural Array. Donc celui-ci, il est tout simple. Il concerne l'intelligence artificielle, et là on va pas, évidemment, on tombe pas de notre chaise quand on dit ça. C'est une amélioration de l'upscaling. Donc l'upscaling, tu peux expliquer peut-être un petit peu ce que c'est qu'il y a pour vulgariser? C'est ce qui permet, on va dire, de changer la résolution, par exemple, sur un ancien jeu, ou de l'optimiser par rapport à l'écran qu'on peut avoir en face. Certaines télés peuvent le faire en natif. Certaines consoles, comme la PS5 Pro, le font également. Il y a eu aussi la série X qui le faisait avec le HDR10, mais c'était pas en natif. Elle upscalait, mais ça nécessitait un traitement en amont par les équipes. Ça reste une forme d'upscaling également, mais je pense que ça, pour moi, c'est une des plus grosses avancées en termes de JV. Ouais, donc là, l'idée, c'est de évidemment toujours améliorer l'upscaling, donc plutôt grâce au logiciel, hein, tu le disais avec la PS5 Pro qui le fait avec le PSSR. Et là, on est toujours dans ces algorithmes, donc de l'intelligence artificielle. Et donc, je cite, au lieu d'avoir un tas d'unités de calcul travaillant chacune de leur côté, nous avons construit un moyen pour elles de faire équipe, de partager les données, de traiter les choses ensemble comme un seul moteur d'IA focalisé. Donc c'est une architecture finalement qui sera unifiée, donc ça rappelle un peu la technologie d'Apple. Et donc la promesse, c'est une résolution, tu en parlais, hein, c'est de la résolution qui est augmentée, qui est adaptée aux écrans, qui prend plus de place, plus de pixels, etc. Une meilleure résolution donc. Et à moindre coût aussi, généralement, parce que c'est moins de travail. Exactement, et moins de calcul aussi, on économise de la ressource pour les consoles. Donc c'est améliorer toujours la résolution grâce à l'intelligence artificielle. On sait aussi que la Nintendo Switch le fait, surtout en docké. La Nintendo Switch 2, bien sûr, hein, pas la première. La première, c'est un autre débat, mais la 2 le fait quand elle est dockée. Donc ça, voilà, c'est évidemment l'avenir. Le deuxième point, il concerne le ray tracing. Parce que le ray tracing, finalement, on sait que c'est très très gourmand en ressources et c'est un des grands défis selon eux à résoudre. Et là, il y a le Radiant Score comme deuxième pilier qui permet, donc là aussi je cite, pour effectuer du ray tracing aujourd'hui, un programme de shader doit jongler entre 2 responsabilités très différentes. En gros, il nous explique que aujourd'hui il y a un composant qui a plusieurs responsabilités, qui fait plusieurs tâches, et demain avec cette innovation, il sera vraiment dédié qu'à ça. Et évidemment, ça libère de la capacité au CPU, ça harmonise un petit peu l'architecture et on économise là aussi de la puissance de calcul. Donc vraiment, voilà, très, très vertueux. Et le dernier, c'est l'universal compression. Donc ça, c'est un des points que je trouve le plus intéressant. Donc c'est de meilleures performances toujours, mais surtout, on améliore la consommation énergétique de nos consoles. Et ça, je trouve que... C'est cool parce que c'est vrai qu'elle consomme beaucoup. Hein. Ouais, ça consomme beaucoup, évidemment. Plus c'est puissant, plus ça consomme. Et là, ils se servent d'un niveau de compression plus élevé, parce que là, les consoles compressent énormément grâce au SSD, mais elles vont le faire partiellement. Demain, avec cette nouvelle technologie, tout sera compressé, et seuls les octets qui sont essentiels à l'utilisation passeront dans la bande passante. Donc ça économise énormément de performance et énormément de consommation énergétique. Et j'aime bien leur approche à Sony et AMD, c'est que, comme je disais en préambule, ce développement de technologie, c'est hérité du PC, mais ça ne transforme pas nécessairement nos consoles en PC. On reste vraiment sur des consoles. Ouais, sur des architectures fermées, quoi. Sur des architectures fermées, cohérentes, où il n'y a pas de bidouille à faire, mais par contre avec l'héritage du PC. Et je trouve que ça, c'est plutôt intéressant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Et c'est dans ces moments-là que je trouve que l'intelligence artificielle peut être vertueuse pour
pour le jeu vidéo, et donc à voir ce que ça va donner. Après, oui, c'est sûr, ça commence à en parler sur la PlayStation 6, quoi. C'est un peu trop tôt pour s'avancer là-dessus, mais pour moi, c'est une des belles promesses, on va dire, du futur du jeu vidéo. Oui, c'est trop tôt. Là, on est au milieu de la PS5 et c'est déjà très bien, surtout qu'ils ont sorti une PS5 Pro. L'idée est plutôt de se projeter sur les technologies futures et voilà, c'est des sujets qui sont très techniques, qui sont assez pointus, qui concernent pas le commun des mortels. Mais en tout cas, si la promesse est celle-ci, avoir des consoles tu vois, toujours plus puissantes, mais qui consomment moins de ressources, moins d'énergie, tout en restant, comme tu le disais, dans une architecture fermée, où on évite la bidouille dans les paramètres, moi ce que je déteste, je trouve que c'est ce que je recherche en tout cas. Est-ce que tu connais Greg Mile ? Eh ben écoute, je connais pas ce fameux Greg Mile. Je devrais peut-être. C'est pas mon voisin. Alors c'est pas ton voisin, c'est sûr. C'est pas quelqu'un de la Normandie. En fait, à la base, c'est un vrai pilier du studio Rare, donc un pilier qui est quand même là depuis 37 ans dans l'entreprise. D'accord. Donc c'est quand même une personne rare. Qui a eu une très très belle carrière dans cette entreprise. Et Greg Mile a annoncé donc son départ après ces 37 années, marquant quand même la fin d'une époque pour les fans du studio Rare, dont moi. Donc ce départ intervient dans un contexte quand même assez délicat, notamment avec l'annulation du projet, l'annulation du projet Everwild. C'est un jeu où il nous avait montré quelques extraits, ça avait l'air plutôt sympa, ça promettait une expérience assez contemplative, immersive, dans un monde naturel, mais après plusieurs années de développement, changement de direction oblige, et surtout, on a eu une absence totale de gameplay concret, ça c'est important. Le projet a été annulé. Alors au départ, il avait été mis de côté, il a été annulé. Et c'est de cette annulation, en fait, qui a incité ce fameux Greg Mile à quitter justement l'entreprise Rare. Ok. Durant ces 37 années, il a fait quoi ? Il a fait, bien sûr, Battletoad, qui est connu. Excellent. Il a travaillé sur les Donkey Kong Country, Banjo et Kazooie, Viva Pinata et bien sûr Sea of Thieves. Donc, et il avait un style, un design très particulier, très cartoon, parce que c'est de lui qu'on tient la plupart des designs de ces œuvres-là. Il a toujours eu aussi, tu sais, le côté sens de l'humour un petit peu anglais, un petit peu à l'anglaise, et c'était très très influencé en fait sur ces designs. Comment ça s'appelle le jeu avec le lapin là, le point and click de LucasArts, Sam & Max. Ah oui. Voilà, et il s'est beaucoup inspiré de ce genre de jeu quand il a commencé à travailler justement chez Rare à l'époque. Donc c'est franchement compliqué chez Microsoft en ce moment. J'ai l'impression que tout le monde se barre, mais contrairement à certaines personnes qui quittent le navire, on va dire, lui quand même, c'est quelqu'un qui pesait lourd en tout cas dans le studio, et il a laissé un petit message d'adieu donc sur Twitter que je vais vous lire. C'est: après 37 ans chez Rare, il est temps pour moi de partir. J'ai eu la chance de travailler avec des jeux incroyables et avec des gens formidables. Merci à tous ceux qui ont joué, soutenu et partagé cette aventure. Le prochain chapitre m'attend. Qu'est-ce qu'il va faire ? Clairement, on sait que souvent, des personnes comme ça, assez talentueuses, ouvrent souvent leur structure ça à marche côté, pas toujours, ou souhaitent peut-être d'ailleurs. Travailler sur des projets plus modestes, et c'est ce que j'allais dire, c'est malheureusement des choses qui ne fonctionnent pas toujours. Moi, de mon côté, je vais surveiller, parce que, encore une fois, je suis très très fan du studio, enfin du moins du Rare de l'époque. Mais voilà, c'est quand même une page qui se tourne et un clou de plus dans le cercueil de Microsoft. Ouais, c'est 37 ans, c'est une énorme longévité au sein d'un studio, c'est quand même assez rare. Et en effet, si ceux qui se sont lancés à leur compte, si je puis dire, ont créé des petites structures après avoir travaillé dans des paquebots énormes, et il y a des exemples chez Capcom, il y a eu des exemples un peu partout, surtout pas mal dans le jeu vidéo japonais. Et en effet, quand tu lances une petite structure qui t'appartient, t'as souvent pas les mêmes moyens que dans les très gros paquebots du jeu vidéo où t'as beaucoup de salariés et de moyens. Donc ça fonctionne pas toujours, malheureusement. Ouais, malheureusement. On sait pas ce qu'il va faire, ce petit monsieur, mais en tout cas, il a du talent. Donc s'il pouvait inspirer d'autres gros studios et devenir un créatif ailleurs, ce serait pas mal. Surtout que maintenant, on voit quand même qu'il y a eu le succès de Clair Obscur dernièrement, qui prouve qu'un studio avec un budget modeste et surtout une vraie vision artistique peut sortir des succès. On l'a eu également avec Skillsong,
Le jeu a marché, très belle direction artistique et surtout un design bien spécifique. Donc je pense que je pense que c'est peut-être le moment justement pour ces créatifs-là en fait de peut-être se lancer. Hein. On va dire que les producteurs sont peut-être moins frileux. Oui, c'est vraiment. J'espère que l'âge des gros AAA est un petit peu derrière nous, parce que même des géants du jeu vidéo comme Sony, prenons l'exemple, qui a tout cartonné avec Astrobot, qui est loin d'être leur plus grosse production. Je pense que ça envoie un message hyper vertueux à l'industrie et se reconvertir dans ces moyennes productions, mais ambitieuses, qui cassent un peu les codes. Voilà, je trouve qu'on s'y retrouve carrément dans ce genre de jeu et je pense que c'est aussi ce que veut le public aujourd'hui. Tu sais, j'ai commencé à faire un top 5 de l'année, donc un petit bilan d'avant le bilan pour préparer notre émission de fin d'année habituelle. Oui, je m'y prends tôt. Et je me suis aperçu que les jeux vraiment sur lesquels je me suis le plus amusé, il n'y a pas de triple A en fait. C'est vraiment que du jeu à moyen budget, à petit budget, mais du triple A ou du quadruple A comme ils appellent, il n'y en a pas un seul en vrai. Ouais, c'est vrai. Et bientôt les Game Awards, on verra ce que ça donne, hein, s'ils sont très représentés, ces petits jeux, si on peut dire un petit avec des guillemets évidemment. Mais on sait que les Game Awards, ils aiment bien mettre en avant ce genre de produits. Ou passer leurs potes. Et des fois, ça peut être les deux en même temps. Continuons sur Absolum. Est-ce que ce jeu te parle, Absolum ? Pas du tout. Mais par contre, si je te dis Dotemu, est-ce que ça te parle, Dotemu ? Non, pas trop. Ça doit un petit peu, si je te dis Street of Rage 4, Tortue Ninja, Shredder's Revenge ou Metal Slug Tactics. En effet, Dotemu est un éditeur français, encore une fois, Cocorico, qui est plutôt dans l'héritage. Et sache que ce studio a innové et ils ont sorti leur propre licence qui est Absolum, justement. Et donc le PDG de Dotemu, Cyril Imbert, disait Absolum a bénéficié d'un soin particulier à chaque étape de sa création. Le lore, l'art et le développement narratif effectués sur le titre nous assurent une capacité de transformer le jeu en une incroyable série télé, une que nous souhaiterons voir en tant que spectateurs. Parce que ce cher studio français a l'ambition de faire une licence un petit peu cross-média de leur jeu. Donc ce que je trouve évidemment super cool. Donc je vais bientôt me lancer sur Absolum. C'est une sorte de beat'em up 2D, tu sais, Kira, comme on a un petit peu l'habitude. Tu parlais de Skillsong, Hollow Knight ou Dead Cells par exemple, un beat'em up dans le genre, avec en plus une dimension rogue. Tout pour cartonner, le jeu a été très très bien reçu. Il y a 4 personnages jouables en plus, c'était plutôt pas mal. Après des archétypes qu'on connaît, il y a l'elfe, le nain, il y a une marionnette un peu chelou et une grenouille humanoïde, ça ce qui est moins commun. C'est un peu moins commun, oui. À part dans Chrono Trigger, où il y a une super grenouille humanoïde qui est très classe. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir ce studio se détacher un petit peu des jeux héritage, des grandes sagas, des grands noms un peu rétro du jeu vidéo, comme Street of Rage, pour se lancer dans leur propre production. Et en plus, comme je disais, Kira, avec l'ambition d'en faire une œuvre cross-média avec une série télé et peut-être d'autres choses, pourquoi pas. Mais j'aime bien en tout cas quand on nourrit cette ambition. Et petit fait notable quand même, Kira, ils ont mis le paquet sur la musique dans leur jeu, où il y a par exemple Gareth Cockers qui a travaillé sur Ori in the Blind Forest, je crois, ou la suite, Prince of Persia The Lost Crown ou Halo Infinite. D'accord. Il y a Mike Gordon qui a travaillé sur Doom Eternal. Il y a Yuka Kitamura qui a travaillé sur Dark Souls, Elden Ring. Donc tu vois quand même du lourd. Et il y a Motoi Sakuraba qui a travaillé sur les Golden Sun. Donc plus pour des musiques de boss que tous ces gens-là ont travaillé, mais tout de même, ils l'ont fait. Pour finir, petite chose intéressante, ils ont boudé une plateforme pour leur jeu. Donc le jeu sort sur PC, PS5, Switch. Et je te laisse imaginer qui a été abandonné. La Xbox. Hein. En même temps, je crois que même Xbox abandonne les Xbox. Donc... Je m'attendais pas à cette vanne, mais elle était pas mal. Après, ils disent que c'est un choix plutôt temporaire. C'est qu'ils ont une petite équipe et il faut évidemment rationaliser les coûts. Faut aller à l'endroit où ça se vend le mieux. Et voilà, donc par extension, la Xbox en fait les frais. Et donc, question plus ouverte, est-ce que, malheureusement, c'est quelque chose que l'on verra de plus en plus ? Je ne l'espère pas.
Mais en tout cas, c'est ce petit studio qui a fait le choix pragmatique d'abandonner pour l'instant, attention, la Xbox. Donc si vous voulez y jouer, ça se situe sur PS5, Switch et PC. Et tu sais c'est quoi leur prochain jeu ? Pas du tout. Battlestar Galactica. Non. Et le concept, il est trop bien. En gros, il va falloir attendre dans ton vaisseau, survivre aux attaques de Cylon jusqu'au moment où tu peux jumper, en fait. Et ton but, ça va être d'aller sur la Terre comme dans la série. On va kiffer ça. Et ben ça va être trop bien. Voilà, moi je suis chaud patate, ça sort début 2026. Donc si vous voulez soutenir Dotemu, éditeur français, qui lance Absolum, c'est sorti le 9 octobre. Et vous aurez peut-être la chance bientôt de le voir en plus en série télé. Donc que demande le peuple, j'ai envie de te dire. C'est clair. C'est le moment du test de la semaine, donc le tant attendu Silent Hill F. Est-ce que c'est une renaissance audacieuse ou est-ce qu'au contraire c'est un pétard mouillé ? Oui, t'as vu, je fais aussi ces citations d'extrême. Tu sais, t'as pas de nuance. C'est soit c'est trop bien, soit c'est nul à chier. Non, je déconne. Je vais quand même être un peu plus nuancé que ça, quand même, c'est important. Je vous ai sélectionné un petit morceau de musique, comme d'habitude, et on attaque. Allez. Après plus d'une décennie d'attente, Silent Hill F marque le grand retour d'un épisode inédit, et je dis bien inédit bien sûr, dans la célèbre franchise d'horreur psychologique éditée par Konami. Le dernier jeu original de la série Silent Hill, c'est Silent Hill Downpour. Est-ce que tu te souviens quand il est sorti ? Pas du tout. Je dirais, je sais pas, 10 ans. Il est sorti en 2012, donc c'est un peu plus vieux que ça. Ah, j'étais pas trop loin, quand même 13 ans. Ouais, ça souligne quand même à quel point ça fait longtemps, et surtout à quel point ce nouvel opus inédit est attendu par les fans. Bah oui. Depuis, la licence a connu des remakes, des compilations ou même des projets expérimentaux, comme le fameux Silent Hill The Short Message, mais aucun véritable chapitre nouveau n'avait vu le jour. Avec Silent Hill F, c'est chose faite, Konami tente une réinvention audacieuse en confiant déjà le développement à Neobards. C'est un studio taïwanais relativement jeune, mais déjà reconnu pour ses collaborations avec Capcom sur certains remakes et spin-offs, dont la série Resident Evil. Donc ça pouvait que matcher. Ce choix de studio peut quand même surprendre, parce que pourquoi relancer une telle saga avec un studio aussi jeune ? Bonne question, mais en tout cas, il s'inscrit dans une volonté claire, celle vraiment de renouveler la série tout en respectant ses fondements. Ce studio, bien que de taille modeste, possède une expertise quand même assez solide dans les jeux narratifs et immersifs. Leur approche ambitieuse et résolument tournée vers l'innovation se reflète dans chaque aspect de Silent Hill F, sous la direction du producteur Motoi Akamoto, ouais, je l'ai bien dit. Le jeu adopte une orientation assez inédite. Il abandonne donc la ville brumeuse emblématique de Silent Hill pour nous plonger dans un Japon rural des années 60. Ce changement de décor n'est pas qu'esthétique. Il permet d'explorer un folklore japonais riche et surtout jamais exploité dans les précédents volets, et ancrer l'horreur dans des peurs, on va dire, plus culturelles, plus ancestrales. Oui, puis ça ressent en plus vraiment l'ADN de Silent Hill au Japon, ce qui est assez inédit, parce que Silent Hill, en effet, on est plutôt dans une bourgade américaine, dans une ville en plus emblématique, donc double, si je puis dire, prise de risque, quitter Silent Hill et en plus mettre du folklore japonais, une ambiance japonaise dans cette ville en plus très typique. Et je trouve que c'était en tout cas un sacré tour de force d'oser ça. Et pour faire revenir une saga, c'est tout ou rien. Ils ont tenté, ils ont bien fait le remake. Ils ont fait tapis. Silent Hill 2, tu vois, pas de prise de risque entre guillemets, même si c'est toujours dur de reprendre un grand chef-d'œuvre. Ça permet surtout de relancer la saga avec Silent Hill 2, c'est-à-dire de faire parler de la saga avant de proposer vraiment de la nouveauté. Ouais, carrément. Et cette nouveauté-là, qui est, comme tu dis, une sorte de tapis, c'est sacrément couillu, si je puis dire. L'histoire suit Inako, une adolescente solitaire, confrontée à des phénomènes surnaturels dans un village fictif. Alors, je vais essayer de dire le nom du village, ça s'appelle Ebisu-Goaka. Ouais. Ce lieu, inspiré de la ville réelle de Gero, devient rapidement le théâtre d'événements terrifiants. Un brouillard mortel s'abat sur la région, transformant les habitants et l'environnement en une vision cauchemardesque de cette même ville. Des créatures dégueulasses aux formes florales et organiques surgissent pour semer la peur et la mort.
Hinako, fragile et isolée, doit survivre dans ce monde en décomposition tout en affrontant ses propres traumatismes et les secrets enfouis de sa famille. Là, tu le sens déjà, rien que dans le synopsis, le côté psychologique du titre. T'as vraiment ce côté, tu sais, un peu secret de famille, personnage fragile. C'est-à-dire, à part Silent Hill Downpour, ou peut-être Homecoming, où t'avais un ancien militaire, on se retrouve toujours avec des personnages qui sont des monsieur tout le monde ou des madame tout le monde, en fait. Là, clairement, on est typiquement dans l'ADN du Silent Hill, rien qu'avec ce synopsis. Ouais, c'est fidèle à ce que porte la saga, le côté ultra psychologique, centré sur son personnage. Donc pour l'instant, j'ai envie de te dire, ça coche la case Silent Hill. Ce cadre historique et culturel marque une rupture nette avec les précédents épisodes, mais conserve l'essence de Silent Hill, une horreur introspective, psychologique, où les monstres sont souvent le reflet des douleurs intérieures. Le scénario est signé par Ryuki Shi 07, maître du visual novel horrifique japonais, connu pour ses œuvres comme Higurashi, que tu as déjà vu, et Umineko. Sa plume apporte une profondeur émotionnelle et une tension constante, transformant chaque dialogue, chaque événement en une exploration de la psyché humaine. La musique, quant à elle, est assurée par Akira Yamaoka, le grand compositeur de toute la saga Silent Hill, et un petit nouveau qui s'appelle Kensuke Inage, 2 compositeurs donc emblématiques, chacun à leur manière, qui prolongent l'ADN sonore de la série avec des compositions à la fois mélancoliques et oppressantes. Silent Hill F représente un véritable pari pour Konami. En s'éloignant des codes visuels et narratifs traditionnels, le jeu se rapproche davantage d'un Forbidden Siren que d'un Silent Hill 2. Le choix de confier le projet à un studio externe, jeune mais talentueux, témoigne d'une volonté de renouvellement profond. En intégrant des artistes japonais spécialisés dans le design horrifique, Konami cherche à réinventer la peur, non plus par le choc, mais par l'ambiance, la suggestion et une esthétique mêlant beauté et atrocité. C'est une tentative de redéfinir ce que peut être Silent Hill au XXIe siècle, en s'ouvrant à d'autres cultures et d'autres sensibilités. Silent Hill Short Message se passait à Berlin, et en fait, on a un peu ce côté toile de fond où je pense qu'on aura plusieurs Silent Hill qui se passeront dans plusieurs villes différentes, mais à chaque fois qui auront les mêmes thématiques, qui sont les traumatismes. Ouais, puis c'est ces diverses ambiances à chaque fois qui changent, tu vois, là, comme on le disait, le Japon féodal, enfin, le Japon pas féodal, mais le Japon typique, pourquoi pas. Donc tu vois, Paris ou je sais pas, enfin c'est, pour moi ça ouvre un champ des possibles qu'on n'avait pas finalement pu apercevoir avant avec Silent Hill, qui était très, très centré sur la ville. Là au moins tu vois, ça ouvre des perspectives qui sont presque infinies, si je puis dire. J'ai aussi l'impression qu'ils reprennent le concept de Silent Hills qu'avait prévu Hideo Kojima, où il avait rajouté le petit S à Silent Hill, où ça devait parler, on va dire pour grossir le truc, de multivers, mais au-delà du multivers, je pense, c'était de différentes versions de Silent Hill à travers le monde, et j'ai l'impression qu'au lieu de le faire en un seul jeu, ils le font en plusieurs jeux. Et déjà début 2024, donc j'en parlais tout à l'heure, Silent Hill The Short Message, c'était une expérience gratuite qui est toujours disponible sur le store, et ce spin-off proposait un gameplay à la première personne. Ça plongeait les joueurs dans un immeuble abandonné de Berlin, l'ambiance y était contemporaine, donc on avait un téléphone portable qui nous permettait de nous orienter. C'était très oppressant et ça abordait des thématiques sombres comme la solitude, le harcèlement, les troubles psychologiques. Et bien que court, ce projet avait été salué pour sa capacité à évoquer des sujets sensibles avec justesse, tout en conservant l'émotion propre de la série. Et c'est ça le gros point fort de Silent Hill F, c'est l'émotion qu'on ressent tout au long du jeu. On ressent également que Silent Hill The Short Message a servi de laboratoire créatif, démontrant que la licence pouvait s'adapter à des contextes modernes et internationaux. Et c'est pour ça qu'au final, quand on peut se demander pourquoi Silent Hill F se passe dans le Japon des années 60, c'est un peu ridicule, mais en fait non. Je pense que tout ça fait partie d'une grosse toile, et le prochain Silent Hill, je crois que c'est Dawnfall qui a été annoncé, a l'air de partir en tout cas dans cette direction. C'est-à-dire plusieurs petites histoires dans un même jeu qui se passerait. Voilà, ça sera beaucoup plus narratif et se rapprochera de Short Message, mais tout en utilisant un folklore différent par lieu, en fait. Et ça, c'est pour moi la grosse force de ce que nous propose Konami, en fait, on va dire en termes d'ambition sur ce projet. Donc dans cette dynamique de réinvention, le jeu pousse l'ambition encore plus loin, le gameplay repose sur une boucle de combat bien plus exigeante, mais malheureusement trop répétitive, donc ça met quand même à rude épreuve la gestion des ressources. Pourquoi ? Déjà, il y a une jauge d'endurance.
qui descend à mon sens beaucoup trop vite. Du coup, t'as à peine le temps d'esquiver ou de courir que t'es déjà à bout de souffle. Et en plus, il y a beaucoup trop de combats, ce qui est quand même dommage pour un jeu aussi qui mise autant sur l'ambiance. J'ai eu l'impression qu'en fait, les développeurs se sont dit, ils vont se faire un peu chier, on leur balance des monstres tout le temps. Et ça, c'est dommage, parce que pour moi, c'est quand même le plus gros défaut du titre. Ça casse complètement le rythme, surtout dans un jeu où t'as envie de ressentir, de flipper, pas de te battre toutes les 2 minutes. Ça devient assez frustrant à mon sens, et c'est dommage, parce que l'univers est quand même vraiment stylé. T'as des séquences de narration quand même qui temporisent un petit peu les combats, ou pas tellement ? Oui, il y a des cinématiques, des séquences de narration, mais c'est juste que ils ont fait, tu sais, le fameux l'ennemi qui peut sortir d'une rue à l'arrache sans que tu l'entendes ou quoi que ce soit pour que tu sursautes. Et pour moi, ça, c'est le degré 0 de l'horreur, en fait. Le jeu n'avait pas besoin de ça pour faire peur. Son ambiance est déjà malaisante. T'as pas besoin de sursauter parce que t'as un monstre qui te saute dessus ou qui arrive. Et on retrouve la narration par les décors, comme dans Silent Hill 2, par exemple ? Toujours, narration par les décors, il y a toujours des petites choses à lire, bon, que ce soit des collectibles, des choses comme ça, mais surtout, tout simplement, tu peux avoir un arbre qui est couché sur la rue, tu vois que l'arbre a été un peu brûlé parce qu'il s'est passé quelque chose, tu vas retrouver par terre des espèces de flaques qui vont te guider vers quelque chose et tu vois qu'il s'est passé quelque chose d'horrible. Enfin, t'as vraiment l'impression que cette ville a vécu et que tu te retrouves dans une ville qui a été désertée, en fait. Okay. Et c'est ça qui fait vraiment la force du jeu. Pour continuer sur les combats, chaque affrontement demande une attention constante, car la durabilité des armes n'est pas infinie, chaque arme se brise assez rapidement. Et je le disais tout à l'heure, l'endurance d'Inako peut être un véritable frein. Bon, après, d'un côté, ça accentue le sentiment de vulnérabilité. Et de réalisme. Inako a 14 ans. Voilà, la ville en elle-même devient un antagoniste silencieux, une cité labyrinthique, déroutante, presque organique, classique chez du Resident Evil, qui semble se refermer sur le joueur à la mesure où on progresse. En fait, on a vraiment cette sensation d'étouffement, et son architecture traditionnelle typique du Japon, ses ruelles étroites et ses décors très imprégnés du folklore, crée un dépaysement total, en tout cas chez nous Européens. C'est comme ça que je l'ai ressenti, peut-être moins forcément au niveau du Japon. Et on a vraiment cette impression d'être perdu, d'être seul dans un cauchemar éveillé. Pour survivre, Inako peut utiliser des items de soins, donc ils sont assez rares, on n'en trouve pas partout, ils sont assez précieux, on a également un inventaire limité. C'est-à-dire, des fois, on va devoir faire le choix de jeter tel ou tel objet pour le remplacer par un autre. Donc certains soins restaurent la vie, d'autres la santé mentale, l'endurance, voire les trois. Ces objets peuvent aussi être déposés en offrande, donc sur des autels de prière qui sont disséminés un petit peu partout dans la ville. Ces autels servent de points de sauvegarde. Ce sont des petits havres de paix en fait, et ça permet également de faire évoluer son personnage. Quand j'entends évoluer le personnage, en fait, c'est tout simplement, on peut faire des offrandes dans ces hôtels. Ces offrandes vont nous permettre de piocher des petits sacs, et dans ces petits sacs, tu vas avoir des médaillons. Et quand tu pioches ce petit médaillon, ça peut augmenter ta vie, ça peut augmenter, je sais pas moi, ton endurance, ça peut augmenter la durabilité des armes, par exemple. On a aussi un autre système où on va trouver des items un peu plus rares. On va pouvoir échanger contre des petits points de compétence, on va dire, ce qui nous permettra d'augmenter une stat particulière. Mais il n'y a pas de points de stat à proprement parler, c'est juste que tu vas augmenter ta jauge. Ouais, ok, je vois. Donc oui, les petites choses à piocher, ce sont des amulettes, et ces petits hôtels, en fait, donc, vont être affichés sur la carte, et ça permet aussi de s'orienter, donc il n'y a pas de téléportation, mais on a quand même... C'est suffisamment bien foutu pour qu'on puisse se diriger vers la bonne zone. Pareil, quand une zone est bloquée, et sur la carte, il y aura une petite croix, comme si Inako l'avait noté, pour dire non, tu ne peux pas passer par là. Donc après, ça te permet, toi, de te souvenir directement du chemin que tu as parcouru, et au final, à la fin, tu n'utilises pas forcément la carte. Vraiment, tu te balades comme tu veux. Ouais. Après, ça, je trouve que c'est un élément repris de Silent Hill, où il y avait cette carte qui évoluait avec le temps, et qui... on avait les petites annotations des persos dessus, et j'aime beaucoup cet effet de style. Je trouve que ça donne un côté pareil, réaliste et tout. Donc t'as ça, et puis t'as aussi le petit côté journal où elle va écrire dans son journal au fur et à mesure, donc ça te permet aussi de te rendre compte de la psyché du personnage. Donc je trouve que ça renforce déjà la tension du jeu, parce qu'on a vraiment cette sensation de personnage fragile, et aussi c'est un jeu qui est un peu schizophrène à mon sens, parce qu'il ne cherche pas forcément à effrayer, malgré les ennemis qui arrivent en mode jumpscare, mais d'un côté il installe vraiment une angoisse constante et qui monte crescendo,
surtout grâce au sound design, et qui est quand même d'une précision assez folle. Les bruits de pas, tu sais, les craquements lointains, les silences et tout. Donc on a vraiment cette sensation que quelque chose arrive, mais par moment, je sais pas pourquoi, ils se sont dit, allez, on va mettre des jumpscares ici, ce qui est pas, à mon sens, nécessaire. Pertinent, ouais. L'autre monde de cet épisode prend une forme radicalement différente des précédents opus. Il s'agit plus d'un univers rouillé industriel, mais d'une dimension organique, végétale et profondément malsaine. Ce monde parallèle est envahi de fleurs assez écarlates. Voilà, oui, écarlate, c'est le mot. Qui dévorent littéralement la chair et les souvenirs donc des personnages qu'on va croiser. Ces plantes s'infiltrent dans le décor, les corps et même dans les pensées, créant une horreur plus insidieuse que frontale. Ce monde est aussi le miroir donc des traumatismes d'Hinako. Il matérialise ses peurs et ses souvenirs refoulés. Plus sa santé mentale se dégrade, plus l'autre monde devient agressif et imprévisible. En se concentrant, on va dire, on peut révéler les secrets enfouis et comprendre ce qui a pu se passer dans le passé d'Hinako. Après, voilà, c'est pas non plus un scénar de ouf, on s'y attend pas. Moi, je l'ai fini qu'une fois, donc j'ai eu que la première fin. Sur la première fin, ça donne déjà pas mal de réponses, mais il va falloir refaire le jeu plusieurs fois pour débloquer la vraie fin, ce qui est à mon sens un petit peu... Il y en a que 2 ? Non, il y a 5 fins différentes. Je me disais aussi, ok. Oui, non, il y a 5 fins différentes, mais il faut refaire le jeu à chaque fois. Il y a quand même des choses inédites par run, mais bon, c'est quand même un peu dommage parce que le squelette du jeu reste toujours là. Donc recommencer 5 fois un jeu pour avoir 5 fins différentes, c'est un peu chiant. Ouais, après c'est pareil, ça fait un peu partie de l'ADN des Silent Hill où il y a toujours plusieurs fins, même des fins complètement what the fuck, ouais, notamment dans le 2. Mais ouais, ça a ce côté un petit peu redondant et répétitif, hein, tu le disais aussi... il y a beaucoup de combats, etc. Silent Hill, c'est malheureusement un peu aussi ça. Donc ils ont l'air d'avoir été fidèles même dans les petits défauts que... Même dans les défauts, voilà. C'est ça. En continuant sur la dimension parallèle, les ennemis sont plus nombreux, plus vicieux et les ressources sont plus rares. L'exploration aussi devient un jeu d'équilibre entre survie et découverte, car les lieux sont encore plus labyrinthiques et obscurs, parce qu'on a vraiment la brume qui se densifie, et le fait d'avoir ces plantes rouges un peu partout bloque un peu le champ de vision. Et pareil, le sound design se retrouve amplifié, on entend même les bruits, alors je l'ai joué au casque, on entend les bruits de végétation rampante, on entend des murmures étouffés. Le jeu, c'est aussi se taire, donc il y a des moments de silence où on va vraiment entendre que les bruits avoisinants sans avoir forcément de la musique, et donc tout ça crée, on va dire, une tension constante et surtout une tension hyper pesante. Et je trouve, je le dis même assez souvent, mais un jeu qui sait se taire par moments, ça fait encore plus peur qu'un jeu qui te gueule dessus tout le temps. Artistiquement, le jeu est une réussite, l'univers visuel est soigné, riche en détails, avec une direction artistique qui mêle également horreur, florale et folklore japonais. Chaque lieu semble peint avec une attention quand même très précise, ça renforce l'atmosphère et surtout ça te donne cette sensation de crédibilité de l'univers que tu vas voir. En revanche, sur le plan technique, le titre montre quelques faiblesses. Certaines zones sont bloquées de manière artificielle, comme des voitures garées en travers d'une route, ou une barrière d'à peine 1 mètre que Hinako ne peut pas franchir parce qu'elle est fermée, alors qu'elle aurait juste qu'à l'escalader. Moi, je t'avoue, ce genre de facilité m'agace de plus en plus dans les jeux, car au-delà de ça aussi, l'environnement manque souvent d'interactivité. À un moment, il y a un petit jardin, il y a des draps qui sont suspendus sur une étante à linge. Et par exemple, quand tu tapes dans les draps, ils restent figés comme du béton. Tu sais, le drap ne va pas bouger. Et donc, c'est dommage parce qu'au final, on sent que le jeu a moins de budget. Et même si l'Unreal Engine 5 montre que le jeu est quand même très très beau, très très propre, on sent que derrière, il n'y a pas eu la même passion dans chaque niveau du jeu. Oui, les moyens. Donc on a surtout une question de moyens. Les moyens, tout à fait. En fait, ça crée un décalage entre un monde figé et puis surtout une richesse visuelle assez folle. Niveau durée de vie, le jeu dépasse largement les 10-12 heures pour une première run. Donc le jeu révèle vraiment tout son potentiel sur les nouvelles parties plus, où là on a d'autres énigmes plus difficiles également. Donc ça, je ne les ai pas fait, mais je vais croire sur parole, c'est ce qu'on m'a communiqué. Chacune de ces fins apporte un éclairage différent sur les événements, les personnages et les vérités enfouies.
ces fins ne sont pas de simples variations, en fait, elles vont rajouter des éléments à la vraie fin. Tu vois ce que je veux dire ? C'est, en gros, tu vas avoir une fin, mais si tu finis le jeu une deuxième fois, tu vas avoir peut-être la même fin, mais vue sous une perspective différente, ce qui te permettra de comprendre d'autres choses. Ok. Donc ça invite vraiment à reconsidérer voilà, certains choix, une rejouabilité, pourquoi pas. Comme je le disais tout à l'heure, pas mal de scènes inédites et cachées. Je pense que pour les complétionnistes comme toi, ça peut être très intéressant pour débloquer tous les trophées en tout cas. Je vais conclure. Silent Hill F est un excellent épisode qui réussit le pari de respecter les codes fondamentaux de la saga tout en affirmant une identité propre, en s'éloignant géographiquement et culturellement de la bourgade emblématique de Silent Hill. Le jeu ne perd rien de son ADN, il continue d'explorer les traumatismes personnels et l'horreur psychologique avec une justesse remarquable. Ce changement de décor vers le Japon rural des années 60 apporte un nouveau souffle, tout en conservant l'essence introspective qui faisait la force de la série. Malheureusement, comme beaucoup de survival horror modernes, le jeu souffre d'une surabondance de combats. La prolifération d'ennemis nuit parfois au rythme et à la tension, même si certains affrontements peuvent être esquivés. C'est malheureusement pas le cas de tous. Pour moi, c'est le plus gros point noir du jeu. Car en vrai, Silent Hill F n'avait pas besoin de cette intensité pour briller. Son ambiance, son écriture, sa direction artistique suffisent largement à installer une expérience marquante et oppressante, et surtout une expérience qui va marquer. Merci beaucoup, Kira, c'était très intéressant. Je vois que le pari est réussi et moi j'aime ces prises de risque, surtout quand on est sur des sagas qui sont aussi légendaires, aussi installées et aussi typées. Parce que voilà, on sait ce qu'est Silent Hill sans même forcément y avoir joué. Et réussir ce pari de centrer encore une fois l'aventure ailleurs qu'à Silent Hill, c'était une belle idée. Donc voilà, la prise de risque, je trouve, de nos jours dans le jeu vidéo, qui est toujours plus aseptisé, fonctionne. Et je leur souhaite bien du succès à ce petit studio. Moi, le jeu m'a un peu fait penser à Alone in the Dark. C'est un jeu avec une superbe ambiance où il y a plein de bonnes idées, mais où ils ont sombré à certains codes et certains poncifs. Et au final, c'est deux jeux qui ont été faits avec une certaine passion et une certaine envie vraiment de rendre hommage au matériel d'origine. Et pour un vrai nouveau Silent Hill depuis 13 ans, c'est quand même vraiment une bonne chose. Donc si vous avez l'occasion de le faire, même en plein pot, vraiment, si vous aimez le survival horror, vous allez passer... Alors, je vais pas vous dire que vous allez passer un bon moment, clairement, parce qu'il y a des moments où vous allez un peu stresser votre race, mais ça n'empêche que c'est vraiment une expérience à faire. C'est parti, maintenant, tu vas nous parler d'Initial D. Eh bien oui, tout à fait, le fantôme d'Akina. Eh bien oui. Publié entre 1995 et 2013, donc pareil, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Oui, c'est clair. Dans le Weekly Young Magazine de Kodansha, qui est une sorte de concurrent, je crois, au Shonen Jump. Bien que nous sommes sur un shonen aussi, Initial D s'en est un. Et même si c'est un manga de voiture, qui parle quand même énormément de voitures, il y a tous les codes du shonen, exactement. Et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Donc 48 tomes, je les ai tous lus. Et parfois, voilà, c'est un petit peu long, donc faut s'accrocher, mais une grosse longévité, 48 tomes, c'est énorme quand même pour un manga. C'est beaucoup, ouais. 18 ans de publication, et évidemment un animé que beaucoup connaissent, peut-être même plus l'animé que le manga. Là, on va parler d'Initial D en général, mais il y a un animé aussi qui existe. Et donc, on va retracer un petit peu la genèse de ce manga, pourquoi il est si typique, et en effet, les codes du shonen qui sont bien présents. Mais avant, petite musique, héritée évidemment de l'animé. Pour comprendre Initial D, comme souvent, il faut d'abord s'intéresser à son auteur. Donc là, c'est Shuichi Shigeno, donc qui est né à Niigata, et qui a commencé le dessin par la mécanique toujours, donc c'est pas pour rien qu'il a fait un manga de voiture. Il a commencé par la moto avec Bari Dansetsu,
Donc il lui a valu un prix d'ailleurs en 85, donc c'est quand même un vétéran du manga, ce petit monsieur. En effet, ouais. Et première petite anecdote sympathique, car je ne sais pas si tu savais, mais avec le cachet ou avec l'argent qu'il a généré de ce premier best-seller, il s'est acheté une voiture qui est une Toyota AE86 Sprinter Trueno, qui n'est autre que la monture La voiture légendaire, tout à fait, de Takumi Fujiwara. Donc, quoi de plus facile que de dessiner sa propre voiture dans un manga? C'est clair. Bon, après, j'imagine que c'est très dur, hein. Mais en tout cas, c'est assez drôle. Donc, il a commencé comme ça. Et après, son autre trait de génie, finalement, si je puis dire, parce que la voiture, elle a quand même son importance. Elle a marqué la série vraiment. Et l'autre génie, ça a été d'ancrer Initial D dans une réalité technique, implacable, et une époque réelle aussi, qui est celle de l'âme, si je puis dire, de Keiichi Tsushiya, qui est le roi du drift, qui a créé presque cette discipline. Ils ont été deux à créer cette discipline, mais encore une fois, sur un fond de réel, hein. Au Japon, il y a une folie du drift. Est-ce que, je sais que tu n'es pas un grand pilote, enfin amateur de voiture, mais est-ce que tu sais quand même ce qu'est le drift, Kira? Oui, c'est le fait de faire des glissades avec la voiture dans des lieux assez escarpés. D'aller le plus vite possible en glissant, et je crois qu'ils ont lancé cette discipline parce qu'ils sont très très limités au niveau de la vitesse au Japon. Oui, ils l'ont été en effet. Les voitures ont été bridées à un certain nombre de chevaux pendant une époque, et c'est là qu'on a vu toute la profusion de voitures, des petits bolides en fait légers avec des chevaux limités mais quand même assez puissants. Et en effet, le drift, c'est propulser sa voiture et faire chasser, si je puis dire, l'arrière pour faire un beau dérapage et faire des courbes magnifiques. Et donc, c'est ce Keiichi Tsushiya, qui est un pilote de légende et qui a créé, comme je disais, cette discipline en 1980, dans les années 80, au volant d'une AE86 lui aussi. Donc, on peut retrouver tout de suite dans Takumi Fujiwara, donc le héros fictif d'Initial D, une transposition de ce pilote de légende qui, dans la réalité, a insufflé le drift dans la culture populaire japonaise. Et je trouve que quand on sait ça, quand on sait que l'auteur il s'est acheté cette première voiture, qu'il y a eu un pilote de légende qui a créé le drift sur cette voiture aussi, ça rajoute quand même une dimension assez légendaire. Ça met du lore à fond, quoi. Ouais. Et la voiture, dans ce qu'elle représente en termes d'imagerie, elle est tout aussi importante que les héros du manga Initial D. Et aussi, Kira, tu as parlé des voitures qui étaient plus bridées, etc., qui est une réalité. L'autre réalité, c'est qu'on est dans les années début 90, fin 80, début 90, où le Japon sort d'une grande euphorie, un peu nos 30 glorieuses à nous. Et il y a eu une bulle spéculative qui ont fait que les jeunes japonais qui étaient plutôt dans l'opulence dans les années 80 se sont retrouvés un petit peu dans un avenir incertain, dans une incertitude. Tu parles du gouvernement français dans ce moment? J'avoue que je pense en même temps. Ils se sont retrouvés dans une certaine incertitude, ces jeunes japonais. Et c'est là qu'ils se sont lancés, je ne sais pas s'ils étaient un peu suicidaires, mais dans des courses de voitures nocturnes dans les montagnes à descendre des cols. Donc l'école, c'est-à-dire qu'on démarre en haut et on va jusqu'en bas. C'est pas des tours de circuit. Le col du fémur. Non, c'est le col d'Akina, par exemple, pour reprendre le plus connu dans le manga. Et cette discipline qui est devenue après, vraiment, il y a eu des grands prix, il y a eu des compétitions officielles, etc. Et donc Initial D s'inscrit au cœur de cette époque avec le mont Akina, du coup, qui sert un petit peu d'arène, si je puis dire, hein, pour reprendre les codes du shonen où les différents protagonistes vont s'affronter. Et avec leur bolide, donc il y a des Nissan Skyline GTN, des GTR, des Mazda RX-7, Mitsubishi, enfin toutes des voitures japonaises. Quand on aime les voitures, c'est que du bonheur, des Honda Civic, etc. Et donc on a notre Takumi Fujiwara qui est un jeune lycéen de 18 ans et qui lui, la nuit, descend le col d'Akina pour aller livrer du tofu parce qu'il aide son papa. Donc c'est pas pour le plaisir, il ne prend pas forcément d'ailleurs de plaisir, c'est sa mission
descendre le col pour aller livrer du tofu la nuit et le faire le plus rapidement possible parce que il a envie, il a toute chose à faire dans sa vie, il a envie de se pioter pour faire ses études. Donc il cherche ni la gloire au début ni l'adrénaline de la vitesse, mais par contre son père est un très très grand pilote, son père est une légende et lui va développer parce que très jeune des capacités de conduite absolument exceptionnelles. Surtout qu'il le fait sur un tracé qu'il connaît évidemment très très bien parce qu'il le parcourt toutes les nuits et ça fait de lui une sorte de petit prodige un petit génie de la voiture. Et là, évidemment, ça peut nous faire penser à tout un tas d'autres prodiges dans d'autres shonen. C'est un petit peu le Goku. Hajime no Ippo. Ouais, voilà, pour rester dans le sport tout à fait avec la boxe. On peut penser à tout un tas de héros de shonen. Et il a juste ce côté un petit peu atypique de ne pas rechercher ça. Goku, par exemple, il aime le combat, il adore ça, il kiffe affronter des adversaires très forts. Notre héros ici, Takumi, il recherche pas forcément ça au début, parce que là où c'est sympa, il va se prendre au jeu. Quand il va commencer à rencontrer des gens qui vont le défier, il va se créer une petite légende autour de cette descente du col d'Akina. Les gens vont vouloir le défier et il va vraiment se prendre au jeu et c'est là que ça devient hyper galvanisant parce que de ce personnage, de ce héros Kira qu'on peut décrire un peu taciturne, un peu réservé, avec pas trop de charisme. Un ado japonais classique en fait. Oui, enfin monsieur et madame tout le monde. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Le côté un petit peu, l'image qu'on s'en fait du côté très réservé et très, pas très japonisant quoi. Et totalement. Et on va le voir malgré tout s'épanouir au travers de la voiture, s'épanouir au travers de ce système de classement, de rang, du meilleur virage possible, de la meilleure technique, etc. Et on est tout à fait dans le voyage initiatique qu'on rencontre dans plein de shonen, dans plein de shonen classiques. On a l'entraînement répétitif aussi, parce que ça fait partie d'un des codes de ces mangas, à savoir l'entraînement. Lui, il le fait toutes les nuits. L'entraînement, le travail, le dépassement. Le dépassement de soi, tout à fait. J'y venais. Même les power-up, on aime tous. Voilà, quand Goku combat Freezer sur Namek qui devient super guerrier, c'est trop cool. Et dans Initial D, c'est quand le moteur il crame. On lui remet un moteur un peu plus vénère et qui passe de 128 chevaux à 240. Et là, forcément, c'est ouf, quoi. Et aussi, à l'image, je peux dire, des fulgures au point, lui, il a des attaques spéciales aussi. Donc, il va faire du transfert de masse dans les virages. Il va mordre tout petit peu les rebords extérieurs du virage pour gagner en vitesse. Il peut éteindre ses phares pour pas que l'ennemi, si je puis dire, le voit arriver dans le rétro trop vite. Donc, il y a tout un tas de techniques qui sont évidemment très romancées, qui sont peut-être réelles. Le transfert de masse, ça existe vraiment dans le drift, mais qui donnent, si tu veux, le côté attrayant du shonen. Il y a des boss aussi, si je puis dire, il y a des pilotes professionnels qui veulent l'affronter, il y a d'autres génies de la route qui veulent l'affronter, il va évidemment perdre parfois, donc en fait on est ultra stimulé dans Initial D tout le temps, à tel point que c'est hyper grisant à regarder pour l'animé. Animé d'ailleurs qui a de la 3D qui a un petit peu vieilli. Il n'y a pas que la 3D, les visages aussi sont un peu dégueux quand même dans les premiers épisodes. Alors ça c'est toujours parce que c'est le chara-design du mangaka, il a toujours dessiné comme ça. Donc oui, c'est vrai, le chara-design est un petit peu particulier, je suis assez d'accord avec ça. Mais il a un style, moi j'aime bien ce côté un peu très reconnaissable en tout cas, parce qu'il n'est pas du tout aseptisé ou standardisé, mais oui, complètement. Et ce qui est étonnant aussi dans Initial D, c'est qu'on pense tout de suite à la voiture, mais Initial D, c'est aussi tout à fait autre chose. Et, une histoire d'amour. Beaucoup d'histoires, en effet, plutôt d'amour et plutôt des histoires un peu teenager. Donc, on est au lycée. Donc, en effet, il y a ses premiers amours, il y a ses amitiés. Il a son meilleur ami Itsuki Takeshi, qui lui est très mauvais pilote. Mais il a une énorme passion pour la voiture qui contrebalance un peu avec Takumi qui n'a pas la passion au début mais qui est très bon en voiture. Et il y a Matsuki, tu l'as dit, qui est son amoureuse, la fille qu'il aime, mais qui, elle, est malheureusement vend un petit peu ses services, si je puis dire, pour avoir de l'argent. Donc il y a un petit peu ce côté tranche de vie dans le manga qui dénote
et qui, je trouve, donne une seconde identité, une autre identité au manga ou à l'animé qu'on n'imagine pas au premier abord et qui est vraiment très très sympa à suivre. Ça se rapproche beaucoup dans le genre de Hippo, dont je parlais tout à l'heure, qui a aussi ce côté tranche de vie. On peut avoir plusieurs tomes en fait sans combat, où c'est vraiment la vie de Hippo et de ses camarades, leur vie de tous les jours en fait, celui qui va travailler parce qu'il n'a pas assez d'argent pour payer sa licence et tout. Et il y a ce côté un peu drame à la japonaise que j'aime beaucoup, et c'est ce que j'avais retrouvé dans la série Initial D à l'époque. Il y a aussi les films que j'avais vus, alors pas les films live, les animés longs métrages qui étaient dispo à un moment sur Netflix, et qui étaient très cool parce que malgré leur temps réduit, on retrouvait cette part-là qui est très importante du manga. Ouais, complètement, c'est ça. Et au travers de la tranche de vie, on fait toujours un parallèle à ce qu'ils vivent en dehors. Donc, par exemple, à la course pour Takumi, où on le voit s'épanouir, on le voit prendre confiance en lui, on le voit comprendre qu'il a du talent, et on le voit du coup dans sa vie personnelle prendre de l'assurance, prendre les devants aussi. Pareil pour les personnages secondaires. On peut penser à Iketani qui travaille avec lui à la station-service, qui manque énormément de confiance en lui. Et plus il va suivre Takumi, plus il va devenir meilleur sur la route, plus son histoire aussi personnelle va évoluer. Et donc, il y a toujours ce parallèle entre la course et leur vie et comment les deux s'influencent, qui est hyper intéressant à suivre. Surtout que les personnages sont quand même généralement assez attachants dans la série. Très archétypaux au début, mais finalement, ils ont leur identité, on s'y attache. Et on les voir évoluer au travers de ces 40 et quelques tomes, c'est vraiment, vraiment un régal. En conclusion, je ne veux pas aller beaucoup plus loin dans le développement de la série parce que je peux que vous inviter à la regarder ou à la lire. C'est une série qui à l'image de son auteur, je trouve, qui a connu le succès, qui s'est acheté une voiture, qui s'est fait plaisir en s'achetant cette voiture. C'est une voiture qui, pour lui, raconte une partie de sa vie. Et c'est ça qu'il raconte dans son manga, des personnages qui vivent une vie au travers de la voiture, mais aussi en dehors, avec en plus l'ancrage, je l'ai dit, réel de cette époque japonaise, de cette tendance, de la naissance du drift, de ces légendes qui ont existé. Des voitures réelles qu'on reconnaît aussi. Moi qui suis fan de voitures, ça flatte évidemment ma passion pour l'automobile. Mais même si on n'aime pas la voiture, et c'est ça mon message, je pense qu'on peut vraiment adhérer à Initial D parce que c'est un shonen universel, parce que les thèmes le sont aussi, parce que c'est facile d'accès et parce que c'est hyper stimulant à regarder. On est vraiment accroché dedans. Il y a du suspense, il y a de l'adrénaline, il y a les boss à battre, il y a le personnage qu'on veut évoluer. Donc c'est vraiment un manga qui, j'allais dire, transpire la voiture, l'amour de la voiture, mais pas seulement. C'est vraiment l'amour du shonen, l'amour de ce format-là. Et en ça, je trouve que c'est une petite pépite. Moi, il est dans mon top de mes mangas, vraiment dans mon top 10 des mangas. Donc voilà, je vous encourage vraiment à regarder, lire Initial D parce que ça n'a pas tant vieilli que ça. Je confirme, moi qui suis pas du tout un fan de voiture, bien au contraire, pour moi une voiture ça sert à nous transporter et c'est plus le côté pratique qu'autre chose. J'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu sur Initial D, donc j'ai pas tout vu ou tout lu comme toi, et je sais que j'avais passé un très bon moment dessus, parce qu'il y a aussi ce côté galvanisant, oui. Quand on se met beaucoup à la place du personnage, et lui qui découvre toute la partie du drift et de voir à quel point il brille, on a envie de gagner avec lui, et ça c'est la force de certains shonen. Il y a certains shonen, on n'en a rien à foutre que les persos ils gagnent ou pas, là c'est pas le cas, là on s'attache vraiment au personnage. Complètement. C'est donc la fin du manga Initial D, du moins de ta chronique bien sûr. Est-ce que tu as des big up? Alors j'ai un petit big up. Il faut simplement que je le retrouve rapidement. Donc, c'était un 5 étoiles. Donc, c'est Crazy Cat donc, qui nous a mis 5 étoiles. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il fait aussi du podcast. Je suis en train de m'étouffer, pardon. Il fait aussi du podcast. Donc, il nous encourage à aller écouter ce qu'il raconte dans ses autres podcasts. Donc, le chat de Fortnite où Noob deviendra pro. Voilà. Petite. On a transmis. Bon on transmet. Big up. Et merci pour tes 5 étoiles. De quoi tu vas nous parler la semaine prochaine? Alors, la semaine prochaine, Fantasy Life normalement, parce qu'après, moi j'enchaîne avec le Japon.
Donc il faut qu'on voit encore, Kira, qu'est-ce qu'on va caler dans le planning des semaines à venir pour combler ça. Et toi, tu as une idée du coup de ton Hachette ? Ça sera Splinter Cell. Ah, très bien. Je suis trop content, j'adore ce studio, j'adore ce qu'ils font. Cocorico, encore une fois. Donc j'ai hâte de t'entendre. Et ben, sur ces bonnes paroles, mon cher Kira, jouez bien à Silent Hill F. N'ayez pas trop peur, mais à l'approche de Halloween, c'est une bonne idée de jouer. C'est le bon plan. Il y a Alan Wake 2 aussi, d'ailleurs. Il y a Silent Hill 2 qui vient d'arriver sur le PS Plus Extra, je crois. Donc voilà, il y a du jeu d'horreur. Lisez des livres. Qu'est-ce qu'on peut dire en horreur ? Frankenstein, un grand classique qu'on adore. Il y a le film de Guillermo del Toro qui arrive bientôt. Je sais, j'ai prévu de le chroniquer. J'ai très, très, très hâte. Et sinon, écoutez de la musique. Pas forcément d'épouvante si vous voulez pas faire de cauchemar. Mais surtout, prenez soin de vous. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.